Une ville au Brésil. Je suis resté à donner, je suis resté. Je suis resté à donner. Je suis resté à... C'était aussi un moment historique. Israël venait d'attaquer le territoire qatari pour la première fois. Israël a également déclaré avoir prévenu les États-Unis à l'avance et selon la chaîne I24, le gouvernement de Donald Trump a donné son feu vert à cette offensive. Mais il y a quelque chose d'encore plus remarquable dans cette attaque. C'est parce qu'Israël se trouve à plus de 2000 km du Qatar, une distance qui exige une planification militaire. Très complexe. Mais pourquoi Israël ferait-il cela? Pourquoi viser le Qatar, alors qu'il n'est même pas en guerre avec eux? La réponse va te surprendre. Pour mieux comprendre cette histoire, nous devons commencer par une contradiction qui semble impossible. Je ne sais pas si tu le sais, mais le Qatar est l'un des pays les plus riches du monde. Ses tours étincelantes à Doha abritent des entreprises milliardaires et les ambassades des plus grands pays. Ces mêmes rues sont aussi le foyer de quelque chose que beaucoup considèrent comme contradictoire. La direction politique du Hamas y vit depuis 2012. Et voici le premier fait qui va te choquer. Cette présence du Hamas au Qatar n'est un secret pour personne. En fait, elle a été approuvée par les États-Unis eux-mêmes. C'est ça. Les Américains étaient au courant et, d'ailleurs, ils ont accepté que les dirigeants du Hamas vivent dans la capitale de l'un de leurs principaux alliés dans le Golfe Persique. Pourquoi les Américains accepteraient-ils cela? La réponse tient au rôle du Qatar dans la région. Le pays s'est positionné comme un médiateur neutre, un endroit où des ennemis peuvent s'asseoir à la même table et tenter de résoudre des conflits. C'est comme si c'était la Suisse du Moyen-Orient. Et pour être un médiateur efficace, il faut avoir accès à toutes les parties du conflit. Prenez un instant pour réfléchir à l'ironie de la situation. Sur le même territoire où vivent les dirigeants du Hamas, se trouve également la plus grande base militaire américaine de la région, Al-Udeid. Il y a plus de 10 000 soldats américains stationnés à quelques kilomètres des hommes qu'Israël considère comme des terroristes. C'est une situation qui semble sortie d'un film d'espionnage. Cette contradiction a fonctionné pendant plus d'une décennie. Le Qatar servait de médiateur, le Hamas négociait, les Américains maintenaient leur base, et Israël, même s'il n'aimait pas cela, tolérait la situation. Mais le 9 septembre 2025, cette tolérance a pris fin d'une manière explosive. L'attaque que vous avez vue au début, eh bien, elle n'a pas été faite sur un coup de tête. Une opération planifiée pendant des mois, impliquant 15 avions israéliens. Parmi eux, il y avait les chasseurs furtifs F-35 modernes. Et il y a un détail qui rend tout cela encore plus extraordinaire. Ils ont fait voler un avion sur 2000 km, attaquer une cible et revenir à la base. En d'autres termes, ce n'est pas comme s'il allait simplement conduire une voiture jusqu'à une ville voisine. Ils avaient besoin d'un plan très bien élaboré pour cela. C'est parce que un F-35 israélien entièrement chargé a une autonomie d'environ 1100 km, alors qu'un F-16 peut parcourir environ 550 km avant de tomber à court de carburant. Maintenant, rappelle-toi que nous parlons d'une mission de 2000 km. Rien que pour l'aller, à cette distance,
il est physiquement impossible de faire l'aller-retour. S'arrêter pour faire le plein. Et là, un autre gros problème se pose. Comment et où ravitailler un chasseur militaire? Quand il survole un territoire hostile ou neutre, la réponse réside dans une manœuvre appelée ravitaillement en vol. Israël a utilisé ses avions ravitailleurs, issus de l'ancien Boeing 707. Pour retrouver les chasseurs à mi-parcours. Transférer du carburant en plein vol. Imaginez la précision nécessaire. 2 avions volant à des centaines de kilomètres à l'heure, connectant des tuyaux de carburant en plein ciel, probablement au-dessus des eaux internationales, pour éviter d'être détectés. Cette opération a dû se faire 2 fois, à l'aller et au retour. Une erreur de calcul, un problème technique, une interception, et toute la mission aurait été perdue. Mais Israël a pris ce risque immense, pour une raison bien précise. Et c'est peut-être le moment le plus choquant de cette histoire. Tu te rappelles que j'ai dit que le moment était surprenant. Eh bien, au moment précis où les bombes israéliennes ont commencé à exploser à Doha, des dirigeants du Hamas étaient réunis dans une salle, discutant d'une proposition de cessez-le-feu présentée par les États-Unis. Arrêtez-vous un instant pour y réfléchir. Alors qu'ils tentaient de discuter de la paix, les bombes tombaient sur leur tête. Certains des négociateurs du Hamas s'étaient spécialement rendus à Doha, venant de Turquie pour cette réunion cruciale. C'était une réelle occasion de stopper la guerre à Gaza. Et, comme vous l'avez sans doute remarqué, le moment choisi n'était pas une coïncidence. Israël savait exactement quand et où cette réunion avait lieu. Et je sais que, dans ces moments-là, vous devez vous demander, mais comment ont-ils découvert des détails aussi précis sur une réunion secrète de négociation? Et regarde, la réponse exacte n'est pas encore connue. La réponse exacte. Ici, 3 possibilités tout aussi surprenantes entrent en jeu. La première implique l'espionnage humain classique. Peut-être qu'une source de haut niveau, possiblement iranienne, a fourni des informations précises sur l'arrivée des dirigeants du Hamas. Ce serait un coup de renseignement traditionnel, mais extrêmement risqué, ce serait. La deuxième possibilité est encore plus audacieuse. Des agents israéliens du Mossad physiquement présents à Doha. Ils auraient confirmé visuellement les cibles. Et ils auraient même utilisé des désignateurs laser, de petits dispositifs qui pointent un faisceau invisible vers la cible, fonctionnant comme une sorte de pointeur, que les bombes suivent automatiquement, guidant ainsi les munitions avec une précision chirurgicale. Ce serait une opération d'action directe en territoire étranger. Mais la troisième possibilité est la plus probable, la plus impressionnante. 5 ans d'espionnage cybernétique. Israël aurait réussi à pirater les systèmes de communication cryptés du Hamas, interceptant leurs messages, et en découvrant la date et le lieu exact de la réunion, sans avoir à mettre un seul agent en danger. Cette capacité de renseignement cybernétique n'est pas de la science-fiction. Tu te souviens des pagés qui ont explosé dans les mains des membres du Hezbollah l'année dernière? Cela a montré qu'Israël a des capacités de pénétration numérique. Cela va bien au-delà de ce que nous imaginions. L'opération elle-même a été un exemple de précision militaire impressionnante. 10 munitions guidées ont été tirées presque simultanément contre un seul bâtiment. La cible était un bâtiment spécifique parmi 5 bâtiments similaires, situé à côté d'une station-service. L'attaque devait être suffisamment précise pour toucher uniquement le bon bâtiment, sans endommager les voisins ni la station-service. Et ça a marché. Le bâtiment ciblé a été détruit. Les immeubles voisins sont restés intacts. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les cibles principales ont survécu,
ont survécu. Khalil al-Hayya, le négociateur en chef du Hamas, n'est pas mort. Ni Khaled Machal, un autre leader important. Alors, est-il correct de dire qu'Israël a échoué? En réalité, non. C'est ce que les spécialistes appellent un échec réussi. Même sans éliminer les cibles principales, Israël a accompli quelque chose, peut-être encore plus puissant. Il a démontré qu'il peut atteindre n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Pensez à l'impact psychologique. Ces dirigeants du Hamas savent maintenant que même la capitale d'un allié américain ne les protège pas. Il n'existe plus de sanctuaire sûr. Cette insécurité constante peut être plus efficace car elle force les dirigeants à vivre dans l'inquiétude. Les conséquences politiques ont également été immédiates et dévastatrices. Le Qatar a condamné l'attaque comme un acte de terrorisme d'État et une violation flagrante de toutes les lois internationales. Le Premier ministre qatari a déclaré que l'attaque avait tué tout espoir pour les otages israéliens, toujours à Gaza. Peut-être que la réaction la plus marquante est venue des États-Unis eux-mêmes. Le président Trump a publiquement critiqué Israël, ce qui est considéré comme rare. Le président, il a dit de bombarder unilatéralement. À l'intérieur du Qatar, une nation souveraine et alliée, proche des États-Unis, ne promeut pas les objectifs d'Israël ou de l'Amérique. Et cette critique américaine n'était pas seulement diplomatique, c'était un signe qu'Israël avait franchi une ligne rouge. Attaquer le territoire d'un allié des États-Unis, qui accueille la principale base militaire américaine de la région, relevait non seulement du conflit israélo-palestinien, mais constituait aussi une attaque contre l'ordre géopolitique établi. Mais Israël a estimé que les bénéfices l'emportèrent sur les coûts. Le message envoyé n'était pas seulement destiné au Hamas, il était adressé à l'Iran, au Hezbollah, à tout groupe ou pays qui songerait à offrir un sanctuaire aux ennemis d'Israël. Pendant ce temps, les négociations de cessez-le-feu se sont immédiatement effondrées, et le Qatar a temporairement suspendu son rôle de médiateur. Le Hamas a déclaré que l'attaque confirmait que Netanyahou ne voulait aucun accord. Et à des milliers de kilomètres de là, à Gaza, la guerre a continué. Maintenant, si l'on regarde de plus près, l'opération représente quelque chose de plus grand qu'une attaque militaire. Elle marque un changement fondamental dans les règles du jeu. Au Moyen-Orient, pendant des décennies, certains endroits étaient considérés comme intouchables. Des capitales de pays neutres, des territoires de médiateurs, des bases diplomatiques. Israël a fini par briser l'une de ces règles, disons-le ainsi. Après tout, ils ont démontré une capacité que peu de pays dans le monde possèdent. Projeter de la puissance à des milliers de kilomètres de distance, pénétrer des défenses aériennes avancées et atteindre des cibles spécifiques dans des environnements urbains denses. L'opération a également révélé le niveau de pénétration du renseignement qu'Israël a développé pour Israël. L'attaque à Doha a également été une déclaration d'indépendance stratégique. Cela a montré que le pays est prêt à agir unilatéralement, même contre la volonté de ses alliés, lorsqu'il considère sa sécurité menacée. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quel a été le fait qui t'a le plus surpris dans cette histoire? Laisse ton avis dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre cet événement historique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et partage avec ceux qui aiment aussi comprendre les coulisses de la géopolitique mondiale. À la prochaine vidéo.